Salut, c'est Nina. Fissure ou rupture des membranes de la poche. Un petit rappel, c'est important. C'est un sujet que j'aborde régulièrement en live puisqu'il y a souvent des femmes qui s'inquiètent de cette histoire de fissure ou de rupture. D'ailleurs, on leur a rarement précisé ce qu'était la nuance entre les deux. En général, on parle plutôt de rupture directement. Alors, je rappelle que la poche, les membranes sont constituées de plusieurs couches. Une couche interne, une couche externe, séparées par une petite quantité de liquide amniotique. Il arrive même qu'il y ait une troisième couche, c'est plus rare, mais ça arrive. Et donc la fissure concerne que la poche externe et ne pose aucun problème puisque le bébé reste parfaitement isolé du monde extérieur dans sa poche avec son liquide. Et la rupture concerne les deux poches. Donc la fissure, c'est une petite quantité de liquide amniotique qui s'écoule. Et la rupture, on peut avoir quelque chose de plus conséquent. Après, ça dépend à quel endroit ça a rompu. Et en fonction des mouvements, de la position, ça coule plus ou moins. Donc on rappelle que le liquide amniotique est renouvelé en permanence jusqu'à la naissance de bébé. Donc on n'est pas sur un réservoir qui se vide et un bébé qui se dessèche et qui est lyophilisé. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe quand une maman perd un peu de liquide? Le plus souvent, elle se rend à la maternité. Et là, on va lui faire un petit prélèvement. Et puis on va dire, c'est bien du liquide amniotique. Bon, parce qu'on aurait pu douter éventuellement que ce soit de l'urine, mais bon, la plupart du temps, c'est pas de l'urine, c'est bien au niveau de la poche que ça se passe. Et donc ce petit prélèvement, je trouve un petit peu limite parce que c'est bien du liquide amniotique. Bah oui, c'est pas du jus d'orange globalement, mais quand bien même, c'est pas un problème puisque ça peut être du liquide interstitiel, ce qui est absolument sans conséquence. Alors, autre chose à rappeler, c'est quelles sont les bonnes conditions pour avoir un accouchement qui se passe bien. Moi, je les résume toujours en disant que c'est les mêmes conditions que pour bien jouir. Donc, c'est se sentir en sécurité, c'est ne pas se sentir observé, c'est être libre de ses mouvements, c'est ne pas avoir faim, ni froid, ni soif, ni peur, etc. Donc, à la maternité, on est rarement dans un contexte qui permet de se sentir dans cet état-là. Enfin, on se sent rarement en pleine sécurité. Il faut débrancher son néocortex, tout ça pour pouvoir sécréter de l'ocytocine, l'hormone de l'accouchement ou l'hormone de l'amour. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la maternité parce qu'on a perdu un peu de liquide? Bon, déjà, on est en stress, on est pris en charge, on se retrouve à parler. Alors, on est d'accord qu'on peut parler quand même pendant toute une phase de l'accouchement sans que ce soit problématique, mais globalement, le fait de pouvoir rester zen et dans sa bulle, ça facilite la sécrétion d'ocytocine et l'avancée du travail. Donc là, on n'est pas dans cette dynamique, on est dans la dynamique examens médicaux, échanges techniques, vision de ce qui va se passer ensuite. On parle de déclencher si ça ne se met pas en route, on parle d'antibiotiques, on parle de bébés qui se lyophilisent, etc. Alors là, pour sécréter de l'ocytocine et avancer dans le travail, ça va être difficile. Donc, si c'est une fissure, ma foi, on n'en a rien à faire, donc on reste tranquille à la maison. Globalement, quand on perd un peu de liquide, on ne se précipite pas à la maternité. Parce que si c'est une fissure, ça n'a aucun intérêt, puisqu'on peut rester comme ça pendant des jours ou des semaines. Il y a des femmes qui fissurent en début de grossesse, parfois même ça se colmate, ça se répare. Et si c'est une rupture, globalement, ça va être suivi d'une mise en travail. Si on reste dans sa bulle tranquille, si on est dans ce contexte anxiogène, ça va limiter la sécrétion d'ocytocine et c'est là que ça va commencer à être le bazar. Donc, les recommandations de l'OMS sont d'intervenir médicalement 72 heures après une rupture. C'est pas du tout ce qui se passe dans les maternités. Il y en a c'est 12 heures, il y en a c'est 24. On sort l'artillerie lourde, les antibiotiques, l'ocytocine de synthèse et du coup la péridurale et le monito en continu parce qu'on veut vérifier que bébé n'est pas en train de se dessécher. Et donc tout ça, cette position inadaptée, l'immobilité, le stress, etc., ça fait que la maman ne peut pas sécréter d'ocytocine et ne peut pas se mettre en route et avoir un accouchement qui se passe bien. Donc, on reste tranquille à la maison quand on a fissuré, on écoute son corps, on écoute son bébé. Si tout le monde, si tout le monde va bien, on ne s'occupe pas de cette petite fissure. Et si c'est une rupture, globalement, on fait la même chose, on reste tranquille et on attend que le travail se mette en route. Alors, petite anecdote sur une maman, c'était son troisième, qui était suivie par Elena, mon amie et sage-femme, que tu connais si tu as vu mon documentaire Faut pas pousser. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite chaleureusement à t'offrir ce film en cliquant sur le lien en haut de la page. Et donc cette maman suivie par Elena pour son troisième a démarré son travail par une rupture franche, splatch à 6 heures du matin. Et évidemment, elle ne s'est pas précipitée à la maternité, elle a continué de faire sa vie, elle s'est occupée de sa maison. Et il ne s'est absolument rien passé jusqu'à 18 heures. Les contractions ont démarré à 18 heures et le bébé est né à 20 heures. Donc c'est allé super vite. Qu'est-ce qui serait passé si elle était allée à la maternité?
le travail ne se mettant pas en route, l'équipe aurait généré du stress, aurait commencé à parler d'antibiotiques et de déclenchement, et ça aurait sans doute pas permis ce qui s'est passé physiologiquement, à savoir un début de contraction à 18 heures et un accouchement à 20 heures. Donc on reste peinard. Ce qu'on redoute avec ces histoires de fissures ou de ruptures, parce qu'on parle en général plus de ruptures à la maternité, c'est que d'une part il n'y ait plus assez de liquide pour le bébé, et puis que le contact entre l'intérieur de la poche et l'extérieur génère des infections. Le problème, c'est que plus on va aller examiner la maman, faire des touchés vaginaux et mettre le bazar là-dedans, plus on augmente le risque d'infection. Donc on est d'accord que les touchés vaginaux ne servent à rien et ne font qu'augmenter le risque infectieux. Et surtout, on oublie que globalement, le liquide se renouvelle, qu'on ne sait pas un trou béant, et que si ça a rompu, ça va se mettre en route, et qu'on a largement le temps de laisser bébé décider du moment de sa naissance. Voilà, je rappelle aussi que sur une naissance physiologique plus, la poche se rompt plutôt en fin de travail, mais que c'est des choses qu'on voit de moins en moins, puisque sur un accouchement médicalisé classique, il est assez systématique de subir une rupture artificielle des membranes à dilatation 4 ou 5 pour accélérer le travail. Donc voilà, ça montre bien qu'on est dans une dynamique non plus de médicalisation de la naissance, qui n'était déjà pas nécessaire, mais là d'industrialisation de la naissance. Donc si tu as envie de tout comprendre de la physiologie de la naissance, de tout comprendre des protocoles médicaux autour de la naissance pour le meilleur et pour le pire, et de te donner les moyens d'offrir à ton bébé la naissance qu'il mérite, je t'invite chaleureusement à te pencher sur l'ensemble de mon travail. Donc je suis réalisatrice de films, c'est ça mon métier initialement. J'ai réalisé d'autres films avant de réaliser mon documentaire Faut pas pousser, consacré à la naissance. J'ai commencé à écrire ce film quand j'ai été enceinte de mon premier fils en 2010. J'ai 3 garçons qui sont tous nés à la maison. J'ai consacré de longues années de travail, d'enquête, de recherche, de tournage à la réalisation de ce documentaire qui est disponible depuis presque 3 ans maintenant, qui est qualifié de pépite, d'incontournable, de nécessaire. On me dit tous les jours que toutes les femmes devraient voir ce film. Je reçois aussi tous les jours des faire-part de naissance, parfois un petit message bébé à 1 heure de vie, et je suis la première à être informée de sa naissance physiologique, avec une maman qui me dit que c'est grâce à mon documentaire Faut pas pousser qu'elle a vécu un accouchement merveilleux. Voilà, je ne sais pas si le plaidoyer est suffisant, mais si tu n'as pas vu Faut pas pousser, offre-toi ce film, tu te feras un cadeau immense ainsi qu'à ton bébé. Et puis en cliquant sur le lien en haut de la page, tu trouveras aussi le chemin vers Kaizen Nina, qui est un espace d'information que j'ai créé après la sortie de Faut pas pousser, parce que j'avais encore énormément de choses à partager. Donc il y a plein de contenus en accès libre. Tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter, ce qui semble être une bonne idée. Et puis t'offrir des contenus sur des choses essentielles comme le streptocoque B, la jaunisse, la présentation par le siège, la césarienne, l'accouchement vaginal après césarienne, le grand jour, comment vivre un accouchement physio à la maternité, un programme pour les papas pour les aider à comprendre le souhait de leur femme, un programme pour t'aider à ne pas te tirer une balle dans le pied avec ton projet de naissance, et puis des conférences, des interviews de professionnels. Enfin, il y a tout ce qu'il faut sur Kaizen Nina pour que tu ailles le plus loin possible dans la physio, le plus loin possible mais pas plus loin. Mais quand la médicalisation devient nécessaire et qu'elle est faite en connaissance de cause et pour de bonnes raisons, il n'y a pas lieu de la regretter, donc tout est au mieux. Voilà, donc je te laisse découvrir tout ça. Je te souhaite une bonne journée et à très vite. Ciao, c'était Nina.